Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct. Soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, la fusion de la discorde. Voilà, après des semaines de bras de fer, que Veolia, le numéro 1 français de l'eau, est entré en force au capital du numéro 2, Suez. Opération largement contestée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire s'est-il fait rouler? Est-ce la fin d'une époque pour l'État actionnaire? On en parle dans un instant dans le grand débat. On parlera aussi de ce vote très politique sur l'IVG. En passant de 12 à 14 semaines, le délai légal, les marcheurs à l'Assemblée s'émancipent du gouvernement qui n'était pas favorable à cette mesure. Des marcheurs enfin libres. Ce sera l'analyse d'Elsa Mondingava dans la deuxième partie de cette émission. Et puis François Durper a regardé pour nous le débat des candidats à la vice-présidence pour la Maison-Blanche. Kamala Harris, Mike Pence, les numéros 2 n'ont jamais été aussi importants. Voilà, sur tous ces sujets, on va revenir avec notre grand témoin. Ce soir, elle est écologiste, elle est cash aussi, et elle publie un pamphlet au vitriol contre la technocratie. Ça s'appelle « Rendez-nous la France », rien que ça. C'est un titre et c'est un programme. Isabelle Saporta est avec nous ce soir. Voilà pour le programme, tout de suite, le grand débat. Bonsoir Isabelle Saporta. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes notre grand témoin ce soir. Ça veut dire qu'on va parler de beaucoup de sujets, de l'actualité bien sûr, et de ce titre, Rendez-nous la France. Alors quel titre? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quelle mouche l'a piqué. Le sous-titre, en finir avec la caste qui paralyse notre pays. Ah ouais, c'est ça, enfin, ça fait un bon moment d'inattention en fait, hein. Je pense que ça fait quelques années quand même. C'est chez Fayard. Le titre, je le disais, est musclé. Parfois, il effleure un peu le populisme, mais c'est plus subtil. C'est plus documenté. Il y a beaucoup d'expériences très concrètes. Et ça raconte, notamment à la faveur de votre campagne à Paris, les difficultés de notre pays. C'est parfois totalement ubuesque, notamment dans la crise sanitaire. On va en parler, mais d'abord l'actualité, c'est cette fusion contestée entre Veolia et Suez. Il s'agit d'un secteur absolument stratégique, celui de l'eau. Ça doit forcément vous intéresser, Isabelle Saporta. Bonsoir François de Rugy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de La République En Marche de Loire-Atlantique, ancien ministre de l'écologie, et vous débattez ce soir avec Olivier Marleix. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue, député Les Républicains d'Eure-et-Loire. Sébastien Cochard est en duplex de Riyad, en Arabie Saoudite. Bonsoir, monsieur, vous êtes économiste, ancien haut fonctionnaire, Riyad, où vous travaillez aujourd'hui comme banquier. Enfin, bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Ravi de vous retrouver comme chaque soir. Vous avez dû bosser ce soir pour votre billet. Oui, c'est quoi ce sujet, la Suez, Veolia? Qu'est-ce que j'y comprends? Parce qu'effectivement, c'est un dossier compliqué, mais qui concerne tous les Français. Si j'ai bien compris, tout de suite. Si j'ai bien compris, Stéphane. Si j'ai bien compris, c'est quand même pas si compliqué cette histoire. On peut résumer ça assez simplement. En fait, Veolia veut prendre le contrôle de Suez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Non, mais il faut pas rigoler, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on était déjà champion du monde de foot avec les Bleus, champion du monde de cyclisme avec Julien Alaphilippe. Si Veolia prend le contrôle de Suez, là on devient champion du monde du traitement de l'eau et des déchets. Donc ça vous fait pas rêver ça? Vous n'avez pas envie de klaxonner sur les champs en remontant en disant ouais. On avait deux champions, on en a Ne plus vous réjouissez pas trop vite cependant parce que ce n'est pas encore fait. Il y a un petit problème quand même. Ah bon, alors quel est le problème? Enfin rien, broutille, vous allez voir. C'est simplement que les dirigeants de Suez ne sont pas du tout d'accord, mais alors pas du tout d'accord pour se faire racheter par Veolia. Alors justement, comment Veolia peut acheter Suez si l'entreprise, au fond, n'est pas à vendre? Alors ça, c'est la magie du capitalisme, Myriam. C'est-à-dire que dans le capitalisme, tout est à vendre. En fait, puisque Suez est une société cotée en bourse, il y a des actions. Si on achète les actions, c'est ce que veut faire Veolia, on devient propriétaire de Suez. Donc Veolia a déjà racheté 30% des actions de Suez, et maintenant il annonce qu'il veut racheter les 70% restants, donc ça s'appelle une OPA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Veolia vous propose 18 € pour acheter une action Suez, alors qu'elle est cotée en fin de séance à 16 €, donc ça peut être une incitation à vous débarrasser de vos actions. Mais alors justement, comment Veolia a réussi à acheter un tiers du capital de Suez si Suez ne voulait pas vendre ce capital?
Alors, là encore, c'est la magie du capitalisme. C'est-à-dire que les dirigeants de Suez ne veulent pas vendre, mais ce n'est pas eux les propriétaires, ils sont juste dirigeants. Donc, ce sont les actionnaires qui sont propriétaires. Et donc, parmi les actionnaires, il y en avait un très important qui dispose d'un tiers du capital de Suez et qui s'appelle Engie. Vous le connaissez peut-être, il vous envoie un courrier régulièrement pour vous réclamer des sous pour le gaz. C'est le petit bonhomme bleu. Ancien EDF, GDF. Donc, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Veolia a mis 3,4 milliards sur la table en disant à Engie, j'achèterais bien 30% de Suez pour ça. Et Engie a dit, ah bah d'accord, oui, 3,5 milliards, ok. Alors, puisque l'État est le principal actionnaire d'Engie, principal ne voulant pas dire majoritaire, est-ce que ça veut dire qu'il était d'accord pour vendre les actions de Suez à Veolia? Je vous ai déjà parlé de la magie du capitalisme. Absolument. Bah voilà. C'est un peu ça, parce que l'ACTA est actionnaire principal, mais pas majoritaire, donc il y a eu un vote au moment de décider si on pouvait vendre ou pas ces 30%. Ouais. Et ce vote, dans ce vote, l'État a été mis en minorité. C'est-à-dire qu'il lui a voté contre. Il a dit non, vous ne pouvez pas vendre ces 30% de Suez. Mais la majorité a dit le contraire. Donc, hop, ça a été vendu à Veolia. Donc forcément, Bruno Le Maire qui a dit non, bah, il passe en position de faiblesse. Il a dit je ne veux pas les vendre. Et puis finalement, ils ont été vendus quand même. Donc c'est un signe de faiblesse pour l'État. Il y a une partie de la presse qui l'interprète comme ça, effectivement. Donc vous allez voir quelques articles. Vous allez voir Le Point pense que l'État a pris une gifle. Et un peu dans la même veine, mais avec un autre mot, Europe 1 pense que l'État a pris une baffe. Ah oui, c'est pire. On ne sait plus comment faire pour faire un titre accrocheur aujourd'hui. Bon, et en même temps, on peut aussi le voir autrement, en fait. Peut-être que l'État n'était finalement pas si hostile au fait que Veolia rachète Suez, simplement. Simplement, il n'avait pas forcément envie de le dire, vous voyez. Parce que d'un côté, Bruno Le Maire, il est content d'avoir un champion du monde du traitement des déchets et de l'eau. Vous imaginez quelle joie pour tout le monde. Mais simplement, le problème dans ces fusions, dans ces grosses boîtes, c'est qu'on fait des économies d'échelle. Et souvent, ça conduit à des suppressions d'emplois. Là, en l'occurrence, ça serait plusieurs milliers d'emplois. Alors, est-ce que Bruno Le Maire a envie d'assumer ça ? En ce moment où le chômage est à bientôt 10%, pas forcément. Donc lui, ce qu'il voudrait, en fait, c'est que son rêve de mariage de Veolia de Suez se produise, consenti. Mais sans qu'il ait rien à faire, c'est-à-dire sans qu'il ait à intervenir, une sorte de je sais pas comment on appelle ça, un mariage d'amour, un feel-good movie où tout se passerait sans heurts. On écoute. De force, je vous le dis, je n'y crois pas. Je pense que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans la vie et ça ne marche pas non plus dans la vie des affaires. Donc la position de l'État, elle a été constante. Il faut un accord amiable entre Suez et Veolia. Et donc ce qu'on retient, c'est que Bruno Le Maire dit il faut un accord, donc il précise amiable, mais l'adjectif on s'en fout un peu, il faut un accord entre Suez et Veolia. Donc l'État est partisan de cet accord, il veut ce mariage, il se cache un peu pour le dire, mais la question c'est de savoir, est-ce que c'est une bonne idée de marier Suez et Veolia ? La question pour démarrer ce débat. Merci pour cet état des lieux limpide, j'ai tout compris, merci Stéphane. Alors, moi j'ai perdu quelques neurones. Le bien fondé de cette fusion, François de Rugy, est-ce que c'est bon au fond pour les deux entreprises, Veolia et Suez ? C'est même bon pour les trois entreprises, parce qu'il y a une petite inexactitude dans ce qui a été dit, c'est que c'est d'abord Engie qui a voulu vendre ses parts dans Suez. Et pourquoi Engie a voulu vendre ses parts dans Suez ? C'est parce que c'est une vieille histoire. Un précédent gouvernement, celui de M. de Villepin, avait voulu fusionner de force GDF, à l'époque, et Suez, pour en faire un groupe qui n'avait pas de cohérence, puisque d'un côté, vous aviez du gaz et de l'énergie, et de l'autre côté, vous aviez le traitement de l'eau et le traitement des déchets. Et depuis des années, il n'y a eu aucune synergie, comme on dit, entre Engie et Suez. Et d'ailleurs, à un moment, la principale direction envisageait, au contraire, non pas se séparer de Suez, mais de racheter la totalité de Suez. C'était Isabelle Kocher qui... Oui, mais justement, il y a eu un changement de stratégie assez net d'Engie qui a souhaité sortir d'un certain nombre de participations, dont celle de Suez. Donc ça veut dire qu'en gros, Engie veut concentrer son activité sur une seule et plus s'occuper de l'eau. Et ensuite, il y a Veolia qui dit... Moi, je suis intéressé de racheter les parts d'Engie dans Suez, car ça permettra de faire un grand groupe qui, à l'échelle mondiale, parce que là, ce dont on parle, c'est une bataille mondiale sur les technologies de l'environnement. Les technologies qui permettront demain de mieux traiter l'eau, de mieux traiter les déchets, de mieux recycler. Par exemple, pour recycler cet appareil, ce téléphone portable, il va falloir développer des technologies très poussées pour extraire les métaux rares, etc. Tout cela, ça nécessite des efforts de recherche. Il faut financer cette recherche et ensuite, il faut l'amortir sur le marché mondial, pas simplement sur le marché français. Donc c'est du win-win, comme on dit dans les affaires, gagnant-gagnant. Oui, tout
à fait. Et surtout, ça fait très longtemps que Veolia et Suez se sont développés à l'étranger. Il ne faut pas regarder cette question uniquement à travers la situation franco-française. Ces entreprises sont parties de France pour conquérir le monde depuis très longtemps. Elles ont réussi, mais en unissant leurs forces, elles pourront faire beaucoup mieux. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Olivier Marleix ? Non, pas du tout. D'abord, moi, ce que je regrette, c'est vraiment la farce à laquelle que joue l'État sous notre nez. Pour aller plus loin, plus en amont encore ce que dit François de Rugy, la première décision, c'est pas Engie qui décide de vendre. La première décision, c'est l'État actionnaire qui décide que Engie doit vendre. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est en réalité l'État. Donc pour vous, c'est depuis le début la stratégie de l'État, parce que c'est pas très lisible. Pour vous, l'État veut cette fusion. Il n'y aurait même pas eu de débat si l'État n'avait pas donné son feu vert, au moins à 2 reprises. D'abord, quand il vire Mme Cocher pour la remplacer par M. Clamadieu, c'est bien Isabelle parce qu'il a un projet. Qui a été numéro 1, je le rappelle, d'Engie. Et que Mme Clamadieu, Jean-Pierre Clamadieu. Voilà, et que Mme Cocher s'oppose au démantèlement d'Engie. Et donc, on remplace Mme Cocher par une équipe qui est plus docile pour faire ce que l'État actionnaire, dans la République, mais d'ailleurs, question souhaite en concrète, la nouvelle patronne va arriver d'Engie, c'est Mme MacGregor, Kathleen MacGregor. Oui, c'est pas étonnant justement que ça se fasse dans une période, certes, c'est M. Clamadieu le patron, mais pour très peu de temps. Le vrai patron, et c'est assez rassurant, c'est l'État actionnaire. L'État a un quart du capital d'Engie, il a 33%, 33 et quelques, qui lui donne la minorité de blocage des droits de vote chez Engie. Le patron, c'est l'État, c'est le président de la République. Et donc, premier élément, il valide cette stratégie de démantèlement. Deuxième élément, on ne peut pas imaginer dans ce pays que M. Frérot, patron de Veolia, lance une OPA sur Suez, boîte indirectement détenue par l'État, sans aller quand même en avertir le président de la République. L'autorisation. On ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas un accord de M. Macron qui connaît très bien, puisque le premier a été un supporter du second pendant sa campagne présidentielle. Et donc tout ça se fait avec le soutien de l'État. Et puis, tout d'un coup, l'État disparaît, l'État se planque, plus personne n'assume, les administrateurs sont priés de voter contre, mais on s'arrange quand même pour que le truc passe. Dernier élément qui prouve que l'État est tout à fait d'accord avec cette stratégie, c'est que s'il était contre, il aurait demandé une assemblée générale des actionnaires, une assemblée générale extraordinaire, et il avait une minorité de blocage pour arrêter l'affaire. On va essayer de prendre les question, problèmes. C'est pourquoi est-ce que l'État n'assume pas ? Pourquoi est-ce que on va en M. parler Macron de Bruno Le Maire. Mais quand même, il s'agit de l'eau, de l'assainissement, de la gestion de l'eau. Pour les Français, avoir un énorme champion à la fois national et international avec Veolia, qui reprend Suez, on va voir si c'est possible ou pas, récupérer 100% de Suez, est-ce que c'est bien ? C'est pas gagné, mais est-ce que c'est une bonne chose ? On voit déjà que les maires sont très inquiets, parce qu'ils se rendaient compte que déjà avec ces deux géants que sont Suez et Veolia, qui étaient en position de quasi-monopole et qui avaient 60% de l'eau et de l'assainissement d'eau, ils étaient déjà dans une position où on avait des prix très élevés de l'eau. Et d'ailleurs, des prix qui parfois étaient complètement irrationnels, avec Suez qui ne faisait pas le même prix du mètre cube dans tel et tel endroit, passant du simple au double, pareil pour Veolia. Donc on voyait qu'il y avait déjà une énorme appréhension. Cette appréhension, elle est renforcée aujourd'hui avec l'idée qu'il y a un monopole. Alors monopole, on sait bien qu'ils sont en train de dire mais non, ce ne sera pas monopole puisqu'il y a une partie... Il va vous le dire, j'allais vous le dire aussi, donc tout le monde va vous le dire. Non, mais il ne faut pas raconter des mensonges aux Français, ça ne changera rien au prix de l'eau, rien. Oui, alors, d'abord... Alors attendez, écoutons-nous autour de cette table, pour le moment, vous pourrez répondre après. J'aurais dit, on a bien le souci du monopole de l'éviter, puisqu'on propose, dans cette action, on propose l'idée qu'il y aurait Meridiam, donc il y a un autre fonds. Attendez, on va tous en même temps. Que Veolia ne va pas armer un concurrent de demain. Donc on voit bien que tout ça est une tartufferie pour éviter d'être sous la loi. Il y a le monopole, il y a Bruxelles. Alors attendez, vous allez un peu vite, s'il vous plaît. C'est plus compliqué que ça. Voilà, pas trop vite, s'il vous plaît. On essaye de suivre. Donc maintenant, sur le prix de l'eau, il y a une inquiétude. Sur le prix de l'eau, il y a une inquiétude. Et par ailleurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce sont des contrats qui ne sont absolument pas liés aux détenteurs de la société. Vous avez entendu les maires de France qui sont tous très inquiets. Non, pas du tout, c'est complètement faux. L'association des maires de France ne s'est pas exprimée, et il y en a qui se sont exprimés contre et d'autres qui se sont exprimés pour. On est dans le manspreading total et je ne peux pas finir parce que j'ai... On est plutôt dans la recherche de la vérité, d'éclairer celles et ceux qui nous regardent en disant des choses vraies. Terminé, Isabelle Saporta, je dirais voir notre économiste qui est en duplex. À la vente de Suez, je l'entends, et comme une partie de la Macronie... Non, mais je l'entends, je veux dire, voilà. Maintenant, sur
sur la question de la régie des régies municipales, puisqu'il y a beaucoup de maires qui ont dit que dans ces cas-là, ils reviendraient à une régie municipale. On sait aujourd'hui que quand on est en régie municipale, le prix de l'eau est moindre et que par ailleurs, l'état des canalisations est meilleur parce qu'il y a moins de fuites. Donc moi, ce que j'espère, je vais vous dire, c'est que les municipalités se réarmeront et choisiront de refaire de l'eau, en fait, un vrai enjeu républicain, puisque ça, c'est vraiment la vraie question. Alors, quelles seront les conséquences sociales pour ce super grand groupe? On va poser la question à notre économiste Sébastien Cochard. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui peut se passer? Parce qu'on entend beaucoup d'inquiétudes. On a parlé du prix de l'eau, mais il y a aussi l'emploi. Ce sont des énormes groupes qui emploient des milliers de salariés. Quelle garantie a obtenu l'État, finalement, dans cette fusion? Je ne connais pas les garanties qu'a obtenu l'État. Par contre, ce qui est clair, si vous voulez, c'est la logique boursière qui est derrière ces opérations et qui va se révéler une catastrophe pour la société fusionnée. Puisque la Veolia a à peu près 10 milliards ou 11 milliards de dettes. Suez en a à peu près autant. Le coût de rachat de Suez par Veolia va représenter également 10 milliards. Donc vous allez avoir une société fusionnée qui va avoir plus de 30 milliards de dettes, qui va être donc absolument dans l'incapacité d'investir le moindre centime dans le développement des technologies du futur dont parlait M. de Rugy. Et cette, comment dirais-je, évidemment, la logique, si vous voulez, de maximisation pour l'actionnaire va faire que les plans de coupe clairs dans les effectifs vont être la première chose qui va être mise en place. Et sur les marchés financiers, si vous voulez, Veolia commence déjà à promettre 4000 suppressions d'emplois le plus rapidement possible. Je vous vois dire non de la tête, François de Rugy. Non, mais c'est quand même un problème. Cette inquiétude, elle est légitime. On a vu d'autres groupes saper dans l'emploi. Quels sont les premiers acteurs que j'ai rencontrés dans cette histoire? Ce sont les syndicalistes de Suez. Je les ai rencontrés ici à l'Assemblée nationale. Ils sont contre. Et on a discuté. Qu'est-ce qu'ils vous disent alors? Vous n'avez pas écouté, M. de Rugy? Oui, ils sont contre. Ça se comprend, mais ça se comprend. Mais est-ce que je vous ai dit ça? Non, alors allez-y. Alors tout à l'heure, vous m'avez reproché de vous interrompre. Alors pardonnez-moi. Je ne sais pas comment vous appelez, je ne sais plus quel était votre mot anglais là, que vous employiez tout à l'heure pour parler d'interrompre. On vous écoute attentivement, Monsieur de Rugy. Moi, j'ai évidemment discuté avec les salariés de Suez et c'est normal qu'ils demandent des garanties. C'est ce qu'ils souhaitaient. Vous savez, les salariés d'une entreprise, c'est pas tellement ce qui compte pour eux, c'est pas tellement l'actionnaire. Est-ce qu'ils en ont obtenu? Ce qui compte, c'est une des grandes interrogations. Est-ce que l'entreprise à laquelle ils appartiennent est une entreprise qui va se développer, oui ou non? Écoutez, même Bruno Le Maire a dit qu'il ne les avait pas obtenus. Je veux dire, il y a un moment, comment vous osez dire qu'on n'a obtenu aucune garantie pour les salariés? Et c'est l'intérêt d'une fusion qui se fait encore de faire vous dites n'importe quoi, à longueur de phrase. Vous n'avez cessé que de dire des idioties sur le prix de l'eau. Sur le prix de l'eau. Mais regardez, est-ce que vous avez le tableau de comparaison des prix de l'eau en France? Écoutez, reprenez. Vous l'avez? Sortez-le. Eh bien, vous verrez qu'à ce moment-là, moi, vous savez, j'ai été élu. Vous n'avez jamais été élu. Vous avez été candidate, mais vous n'avez pas été élu. Moi, j'ai été élu dans une grande ville, la ville de Nantes. Et que vous êtes mécontent d'avoir le nez dans le caca. Isabelle, il y a des gens qui nous regardent et qui aimeraient, comme le Roquet, comme disait Jacques Chirac. Franchement, arrêtez de nous interrompre comme le Roquet. Personne ne peut comprendre quoi que ce soit quand vous parlez en même temps. On est en train pour les téléspectateurs, c'est très pénible. Monsieur de Rugy. C'est très pénible. Isabelle, s'il vous plaît. Rendez-nous la parole, puisque tout à l'heure vous disiez rendez-nous la France. Alors rendez-nous la parole. Allez, on s'écoute. Je vous donne la parole après. On peut argumenter quand même. Est-ce qu'on a encore le droit d'argumenter dans le débat public? Terminez votre raisonnement. Juste le droit de tweeter des idioties. Allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce que vous êtes sur les emplois? Pardonnez-moi. S'il vous plaît, Isabelle, on ne va pas y arriver si vous interrompez pour permanence. Allez. François de Rugy, on vous écoute. Quel mépris social. Vraiment, on comprend pour que ça ne marche pas, la Macronie. Allez, arrêtez, vous êtes d'un méprisant. Non, là, c'est pas possible. Je crois que question mépris social. Ah, mais vous êtes d'un mépris social. Isabelle, on essaye d'avoir un débat constructif sur un dossier compliqué. Donc, on essaye de savoir si, oui ou non, les salariés ont de quoi s'inquiéter ou pas. Vous parlez d'un développement, de l'avenir de l'entreprise. Ça suffit pour éviter des coupes dans l'emploi? Non, la question 1, est-ce qu'il vaut mieux être salarié d'une entreprise qui se développe ou pas? La réponse est c'est bien d'avoir une entreprise qui a un projet industriel. Engie n'avait aucun projet industriel pour Suez. Suez d'ailleurs, je connais bien également, j'ai discuté avec eux, j'intervenais dans un de leurs colloques il y a 1 an et ils m'ont dit Suez, nous sommes une entreprise indépendante au sein du groupe Engie. C'était ça leur position.
Ça peut se défendre, c'était une position purement capitalistique. La part d'Engie dans Suez, il n'y avait aucune synergie, c'est-à-dire aucune action commune, aucun projet commun entre Engie et Suez. Sur les métiers de l'eau et des déchets, qui sont les deux principaux métiers de Veolia et de Suez, il y a évidemment des synergies en matière de recherche et de développement qui permettront d'amortir des coûts de recherche importants sur ces deux sujets. Le traitement de l'eau, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a des nanoparticules, il y a la question des antibiotiques dans l'eau, etc., qui nécessitent d'être traités. Donc pour vous, très clairement, un champion, c'est mieux que deux. Suez, Veolia a donné des garanties sur le fait de ne licencier personne et de garder non seulement tous les salariés, mais de garder les conditions, c'est-à-dire en gros le statut. Et ça, les salariés de Suez et de Veolia sont très habitués à cela, puisque lorsqu'un contrat est passé entre une collectivité locale et un de ses opérateurs, les salariés sont systématiquement repris aux mêmes conditions. Là, il y a énormément d'arguments très protecteurs des garanties qui seront là. L'entreprise se développe. Tout ça est totalement bidon, totalement pipeau, sur les mêmes éléments de langage des communicants à chaque fois qu'il y a une fusion-acquisition. La réalité, vous mariez Veolia, 180 000 salariés dans le monde, avec Suez, 90 000 salariés. Le seul intérêt d'une opération de ce type, c'est de récupérer le volume d'affaires des deux réunis et de les gérer avec moins d'effectifs. Donc la première décision qui se prend dans ces cas-là, c'est réduction des effectifs de sièges, réduction des effectifs recherche et développement, réduction des effectifs sur les réseaux commerciaux. Je ne sais pas le chiffrer, les syndicats s'inquiètent, parlent de 5 000 suppressions d'emplois. C'est probablement... Donc on ne peut pas faire confiance à Antoine Frérot. Le seul engagement qui a sans doute s'engage. été pris par M. Frérot, c'est celui d'attendre le second tour de l'élection présidentielle qui viendra pour ne pas créer de problème. Le reste, c'est du roman. C'est du intéressant, Olivier Marleix. C'est le même bobard qu'on nous sert à chaque fois dans ces grandes fusions-acquisitions. Je me souviens des communiqués de M. Macron sur Alcatel Nokia. Regardez, on en est au 4e plan social en 4 ans. Je me souviens du communiqué de presse de M. Macron sur Alstom GE. On en est on ne compte même plus les plans sociaux chez General. Là, c'est deux Français. C'est différent. C'est les mêmes activités. C'est le même. C'est des activités en plein développement dans le monde entier. Alors c'est intéressant parce qu'une fois n'est pas coutume. L'intérêt d'une fusion-acquisition et ses conséquences, c'est la pression sur les effectifs. Évidemment, c'est de réduire les effectifs. Alors c'est intéressant parce qu'une fois n'est pas coutume, je le disais. Peut-être une bonne idée il y a 6 mois est à l'évidence une mauvaise idée maintenant. Je pense que c'est pour ça que le président de la République n'assume pas cette fusion-acquisition. Alors l'homme de droite que vous êtes, les Républicains, Olivier Marleix, est d'accord avec Arnaud Montebourg, qu'on va écouter tout de suite. Il était l'invité de Politique à table. On l'a interrogé sur cette question de Veolia-Suez. Écoutez. Pour moi, c'est une affaire extrêmement grave. C'est un démantèlement d'une entreprise saine. Veolia n'a pas besoin de ça pour se développer. Et surtout, on est plus fort quand on a 2 champions mondiaux que quand on n'a qu'un. Donc, vous allez voir les dégâts maintenant sur les territoires. Sur cet argument des 2 champions, François de Rugy, plutôt qu'un. Parce que Veolia est déjà numéro 1 mondial dans les traitements de l'eau et des déchets et Suez est numéro 2. Donc ils sont déjà leaders. Vous savez avec quelle part de marché? Sur l'ensemble du marché, environ 4%, mais ça reste leader. 3% pour l'un, 2% donc on peut pour l'autre. grossir encore. 5%. À eux deux, ça fait 5%, donc c'est pas le sujet de la part de marché au niveau mondial. En revanche, il y a un vrai sujet au niveau mondial. Le monopole peut-être. Dans ce secteur-là comme dans d'autres, c'est qu'il y a l'émergence de nouveaux acteurs. On n'est pas tout seul dans le monde. Alors Donc vous avez sont les concurrents des fonds d'investissement américains qui essayent de racheter différents groupes et qui peut-être d'ailleurs demain auraient racheté Suez. Il y aurait des Chinois dans le groupe, ça ne m'étonnerait pas. Sans que Veolia s'y intéresse. Et puis par ailleurs, évidemment, des groupes chinois. Et c'est tout à fait normal. Le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul groupe à racheter, entre guillemets, est-ce que ça ne nous rend pas plus vulnérables que s'il y en avait 2 ? Au contraire, là, ça nous permet de nous battre avec même une longueur d'avance, car aujourd'hui, Veolia et Suez ont un savoir-faire technologique que peu de groupes dans le monde ont. Et donc c'est une force. Mais ce savoir-faire technologique, cette avance technologique, on ne va pas la garder éternellement. Les groupes chinois, ils vont évidemment mettre le paquet, puisque le marché chinois est énorme. Mais ils ne se contentent pas du marché chinois, et c'est tout à fait normal. Et vous savez, l'usine d'incinération d'Issy-les-Moulineaux à côté de Paris, qui brûle les ordures des Parisiennes et des Parisiens, elle avait été allouée à un groupe espagnol qui a été racheté par les Chinois. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous vivons. Alors justement, donc il est tout à fait normal. La réalité du monde. Je vais aller du côté de Riyad, puisque c'est la mondialisation. L'économiste que vous êtes, Sébastien Cochard, voit-il les choses de la même manière? On est plus fort, au fond, avec un seul grand champion face à la compétition mondiale. Au contraire, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, le champion qui va résulter de la fusion des 2 champions français actuels va être au contraire beaucoup plus facile à avaler par des prédateurs étrangers. Comment dirais-je, la logique industrielle, en réalité, contrairement à ce que dit M. de Rugy, n'existe pas. C'est-à-dire que ce que va faire Veolia, c'est de vendre par appartement les activités de Suez à travers le monde
Et encore une fois, étant donné le niveau d'endettement colossal de la société fusionnée, le prix de l'action va baisser progressivement et va devenir une proie de plus en plus facile pour justement les fonds, Il a commencé à baisser d'ailleurs ou les fonds d'investissement étrangers, en particulier américains. Comment dirais-je, les Américains, j'aime citer ce chiffre, mais détiennent, enfin les titres américains, les actions américaines représentent à peu près presque 60% de l'ensemble des actions mondiales. Et ils continuent à en créer en permanence. Donc ils créent de la monnaie, si vous voulez, qui leur sert à acheter absolument tout ce qui est listé dans le monde et tout ce qui leur semble des proies, comment dirais-je, à la fois faciles et rentables. La société fusionnée de Veolia-Suez va être évidemment la proie d'actions, d'opérations hostiles d'acteurs américains. Merci. Bon, un tableau plutôt sombre. Vous êtes un peu en minorité, François de Rugy, alors je vais me faire l'avocat du diable. Mais... Le soldat Rugy est un bon soldat, parce qu'il défend même publiquement ce que le gouvernement n'ose pas défendre aujourd'hui. Moi, je préfère... Comment ça, justement ? Vous savez, s'il y a un point où j'étais d'accord avec vous, c'est qu'au départ, l'initiative n'a pas pu être lancée sans l'accord du gouvernement et de l'Élysée. Puisque, en effet... Alors justement, parlons de Bruno Le Maire, si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on aille sur Bruno Le Maire lui-même. Aujourd'hui, quand vous avez un appel d'offres quelque part dans le monde, vous avez 2 entreprises françaises qui répondent, l'une est numéro 1, l'autre est numéro 2. Demain, il n'y aura plus qu'une entreprise française qui répondra. Donc c'est l'effet sur la concurrence. Enfin, vous voyez, déjà, le premier effet de cette fusion est assez désastreux. Le fait que ce soit un monopole, parce que si cette fusion aboutit, il y aura un seul géant sur ce marché français et mondial. Ça va avoir des conséquences au niveau de quoi ? De l'eau en France, parce qu'elle est les droits européens de la concurrence. On va voir jusqu'où va s'appliquer le droit de la concurrence. On sait que Veolia a dit je vais revendre eau de Suez en France, mais il y a la même question sur les déchets. Est-ce que c'est contraire au droit européen de la concurrence d'avoir un seul champion national, mondial, monopolistique sur ce marché, pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Isabelle Saporta l'a dit très, très justement, c'est pas souhaitable d'avoir évidemment... on a besoin de concurrence sur le marché français, puisque les Français payent le service de l'eau, payent le service des déchets, et donc on a besoin de concurrence sur le marché français, sur le marché européen. Et l'Europe aime bien la concurrence. Donc. Et l'Europe aime bien la concurrence, et donc elle va avoir des exigences assez fortes, l'autorité de la concurrence en France aussi, sur l'eau, sur les déchets, sur l'eau et les déchets en France, mais aussi dans d'autres pays européens, la question va se poser. Donc on ne sait pas au bout du compte, d'ailleurs, ce qui va vraiment rester de Suez aujourd'hui. Ça, je crois que c'est assez inquiétant, et on n'a pas beaucoup de réponses, si ce n'est qu'on a choisi là encore un ami de M. Macron par hasard, le patron de Meridian, qui est l'heureux élu, mais qui se fera sans doute aider par des entreprises publiques. Alors Meridian, expliquez Meridian dans ce tableau. Veolia, sachant que c'est en situation de monopole, dit je viens avec un partenaire pour pouvoir éviter Meridian, qui est un fonds qui n'a pas du tout l'habitude de gérer des réseaux d'eau, de concessions d'eau, mais il est l'heureux élu parce qu'il est pour des raisons qui nous échappent un peu, que je viens de dessiner, et qui a fait dire à Arnaud Montebourg effectivement qu'on était dans une sorte de distribution de privilèges à quelques amis oligarques, et qui et d'ailleurs qui n'a pas les moyens de racheter. C'est un petit fonds qui n'a pas les moyens de racheter les 3 milliards. Donc il sera sans doute aidé par des entreprises publiques, par des banques publiques pour arriver à cette opération. J'aimerais qu'on aille sur le terrain. Un mercato des affaires tel que les adore M. Macron et qui sont totalement J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de Bruno Le Maire dans cette affaire. Oui, mais moi je voudrais juste rectifier une chose, c'est que le fonds Meridiam, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, il est très habitué à investir pour la longue durée. C'est sa stratégie, c'est des investissements à 25 ans. Non, en effet, jusqu'à présent, pas dans des réseaux d'eau, mais dans des concessions d'infrastructures routières, ferroviaires et des services type hôpitaux, aéroports. Donc, investir dans des infrastructures, c'est exactement la même chose que les réseaux d'eau. D'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui ont dit qu'ils étaient inquiets d'être liés dans la durée avec d'un investisseur qui ne devrait pas connaître très bien le métier de l'eau. Donc ça, je comprends que vous ne l'ayez pas entendu, mais il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets. Et par ailleurs, je voudrais juste finir sur une chose, sur Engie, puisqu'Engie dit qu'il vend pour se recentrer sur son cœur de métier. Quand Isabelle Kocher, qui a été débarquée de façon assez dégueulasse d'Engie, en disant que c'était parce que c'était une femme, quand même, qu'elle n'était pas à la hauteur, c'est surtout qu'elle investissait énormément dans les énergies renouvelables. Si la lettre A a raison, et qu'en plus Engie va investir massivement, à hauteur de plusieurs milliards, dans des sables bitumineux dégueulasses, je vous dirais que franchement, c'est le bout du bout de cet investissement d'aujourd'hui que je ne trouve pas tout à fait à la hauteur. Et quelle est votre source ? Excusez-moi, je ne lis pas la lettre A, donc je ne sais pas. Eh bien, écoutez, lisez-la. Allez, on va aller sur le... Mais elle dit quoi ?
Kenji ferait des investissements manifestement le choix stratégique, c'est de se réinvestir justement sur la production d'énergie, le renouvelable et le gaz. Écoutez, c'est pas parce que vous parlerez, pardonnez-moi, monsieur de Rugy, c'est pas parce que vous parlerez plus haut. J'aimerais bien vous entendre. Dans la commission, nous avons auditionné monsieur Clamadieu, qui est le président Pardonnez-moi, monsieur de Rugy, c'est pas parce que vous parlerez plus fort que moi et que vous couvrirez ma voix que vous m'empêcherez de parler. Non, mais comme depuis le début, c'est ce que vous faites et vous êtes d'une agressivité qui n'a pas de limite. Allez, on essaye de ramener un tout petit peu de sérénité sur ce plateau, s'il vous plaît. On va parler de Bruno Le Maire, parce que, en fait, ce qui est étonnant, c'est que si, comme vous le dites depuis le début, en tout cas de ce côté de ce plateau, l'État souhaitait cette fusion, pourquoi Bruno Le Maire, au fond, a demandé ce mariage à l'amiable? Pourquoi Bruno Le Maire a tout fait pour obtenir des conditions? Quand on écoute les députés, certes pas dans la majorité, ils estiment au fond qu'aucun chef de gouvernement aurait pu accepter ça. Valérie Rabault, c'était hier lors des questions au gouvernement. Écoutez. Pensez-vous que quiconque aurait osé faire subir une telle humiliation au général de Gaulle, à Georges Pompidou ou à François Mitterrand? Avec ce conseil d'administration, c'est l'État qui a été humilié, et donc nous toutes et tous. Est-ce qu'on peut parler d'humiliation, François de Rugy, pour l'État actionnaire? Madame Rabault est dans une opposition toujours plus radicale et elle oublie qu'il y a eu des raids boursiers sous la présidence de François Mitterrand, et sous tous les présidents. Il y a des affaires qui se font, il y a des entreprises qui se marient, d'autres qui parfois divorcent. C'est la vie des affaires. Sur Engie, Veolia, Suez, Bruno Le Maire a dit « je préférerais qu'ils s'entendent ». Évidemment, tout le monde préférerait que ce soit un mariage qui soit fait dans la bonne entente. Mais vous savez très bien que dans les affaires, c'est la différence avec la vie. Est-ce qu'il a eu raison, Bruno Le Maire, d'essayer de se battre en pleine crise sanitaire pour obtenir ce mariage à l'amiable? C'est pas de se battre ou quelque chose, il a exprimé une position au nom du gouvernement en tant que ministre de l'économie, qui était tout à fait d'ailleurs légitime, tout à fait souhaitable. Mais à un moment donné, quand tout le monde n'est pas d'accord, il y avait 3 acteurs, il y en avait 2 qui étaient d'accord, il y avait le troisième qui n'était pas d'accord. François de Rugy, quand l'État est actionnaire principal, c'est le cas dans beaucoup d'autres entreprises, l'État est actionnaire principal, c'est le cas à Air France, c'est le cas à la SNCF, c'est le cas à Renault. À chaque fois, c'est l'État actionnaire qui se fait obéir. On ne pouvait pas se faire battre. Une fois encore, il fallait qu'il demande une assemblée générale d'actionnaires et l'affaire était pliée. Il n'y avait pas de fusion. Donc c'est une première aujourd'hui. Non, c'est pas une humiliation du tout. En fait, c'est une humiliation imposée peut-être par le président de la République à son ministre de l'économie. On a préféré faire jouer à Bruno Le Maire le rôle de l'idiot utile, en se faisant battre. On a préféré l'État préfère passer pour faible plutôt que d'assumer les conséquences économiques, sociales de cette fusion, de cette OPA qu'il a béni sans doute à une autre époque et dont il n'a pas le courage de dire qu'aujourd'hui, elle est malvenue, notamment pour ses conséquences sur l'emploi. De mieux comprendre l'enquête de Mediapart qui, vous l'avez vu, explique que les votes au conseil d'administration ne sont pas ceux que l'on croyait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Martine Orange dans Mediapart dit que le secrétaire général de la présidence de la République a fait pression sur la CFDT pour que les types de la CFDT sortent opportunément de la salle. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais si c'est vrai, c'est évidemment extrêmement grave. Et de toute façon, ce qui accrédite quand même cette thèse, c'est une fois encore que l'État avait en réalité n'avait qu'à demander une assemblée générale des actionnaires pour bloquer l'opération si réellement il était contre. Donc tout ça, c'est une espèce de théâtre. Je ne sais pas quel rôle joue ce pauvre Bruno Le Maire dans cette affaire. Effectivement, c'est pas glorieux pour lui, mais le vrai problème, c'est pourquoi est-ce que M. Macron n'assume pas cette opération? Vous l'avez dit. Je voudrais élargir ce débat. Vous ne serez pas d'accord sur cette fusion, c'est sûr. Est-ce que c'est la fin d'une époque pour l'État actionnaire? Est-ce qu'il faut se réjouir finalement que c'est la loi du capitalisme, comme vous le dites? Seul l'actionnaire le plus fort, majoritaire, peut décider. Alors que ça n'était pas le cas dans la vie des affaires, dans les entreprises où l'État était présent jusqu'à présent. D'abord, il y a 2 choses. Il y a la question de fond. On n'en parle pas beaucoup, c'est dommage, mais enfin, quand même, c'est un projet industriel de fond. Après, on peut se perdre dans des arguties, comme si Mediapart était dans le bureau d'Alexis Kohler ou piratait son téléphone. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, le projet industriel de fond, vous l'avez bien défendu. Ça, c'est des leurres. On envoie des leurres pour ne pas parler du fond. Pour pas parler du fond. Non, mais attendez, s'il vous plaît, arrêtez de vous interrompre. À chaque fois que François de Rugy s'exprime, vous l'interrompez. Donc, chacun peut s'écouter et vous aurez la parole après. Non, pas du tout. François de Rugy, répondez, s'il vous plaît. Et vous avez tout à fait raison de poser aussi la question du rôle de l'État actionnaire. Moi, je fais partie de ceux, depuis très longtemps, qui pensent que ça n'est pas très utile que l'État soit un actionnaire minoritaire dans des entreprises, sauf quand ça sert à stabiliser une situation
On l'a vu dans le précédent mandat, l'État a pris des parts dans Peugeot, en PSA, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. C'était une entreprise 100% privée, pour faire un accord d'ailleurs avec un industriel chinois. Et ça a permis à un moment donné de stabiliser la situation pour que Peugeot se redéveloppe, ce qui est le cas aujourd'hui. Et sans doute que la vocation, c'est ensuite de se retirer. En revanche, il y a des entreprises dans lesquelles on est l'État est très majoritaire. Parce que, à l'heure de la crise sanitaire et du monde d'après, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, c'est un peu en décalage avec ce qu'on entend. Je préférerais, voyez-vous, que l'on se pose la question de pourquoi, quand l'État est majoritaire, voire à 100%, vous avez cité la SNCF, EDF c'est 84%, ce n'est pas l'État qui dirige davantage. Voyez-vous, c'est pas plus la volonté politique qui s'exprime et c'est plus la technostructure interne, et là peut-être que nous pourrions nous rejoindre, je n'ai pas encore lu le livre, mais la technostructure interne de ces entreprises qui sont des États dans l'État, qui gouvernent plutôt que l'État. Sur l'État actionnaire, l'avenir de l'État actionnaire. Pour François de Rugy, je m'inquiète de l'emprise mentale quand même dont M. Macron est capable sur les membres de sa majorité, parce que je me souviens quand même de... Il y a un débat au sein de la majorité quand vous étiez vert soutenu par le PS. Enfin, c'est vrai qu'il y a un débat, y compris au sein de la majorité, sur cette fusion. En 2015, on a parlé déjà de ça. Le débat s'achève, on va essayer... Moi, je suis un défenseur de l'État actionnaire. Je pense que dans des grandes infrastructures d'intérêt vital, stratégique pour la nation, on a besoin que l'État joue son rôle. Il n'y aurait plus Air France depuis des années, depuis des dizaines d'années peut-être, si l'État n'avait pas été actionnaire. Il n'y aurait plus Peugeot si l'État n'avait pas été actionnaire. Alstom a été sauvé en 2004 par Nicolas Sarkozy, par l'intervention de l'État, donc on a besoin d'un État actionnaire. Et d'ailleurs, dans tous les États libéraux au sens faiblesse de la fiscalité, je pense notamment aux Pays-Bas, il y a un État actionnaire qui s'assume. Regardez, quand on a voulu privatiser ADP, immédiatement, les Hollandais sont montés au capital d'Air France KLM pour nous donner une bonne leçon et nous dire au passage, attention, c'est le hub d'une autre compagnie commune, vous ne ferez pas n'importe quoi, je renforce ma position. Donc, plaidoyer pour l'État actionnaire. Donc, tout ça n'est pas incompatible avec une économie libérale et dans certains secteurs stratégiques, un État actionnaire. Merci. On va s'arrêter là. Beaucoup d'arguments ont été échangés. C'était passionnant et passionné et passionnel. Merci à vous. Isabelle Saporta, vous restez avec nous. On va parler un petit peu de vous et on va parler de ce livre, Une écolo en guerre contre les technos. C'est parti. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, quelle charge, je le disais, quelle charge, Isabelle Saporta, contre la technostructure? Vous dénoncez les aberrations de la bureaucratie, les milliers, voire les centaines de milliers de normes absurdes qui paralysent, dites-vous, le pays, une caste qui rend notre pays invivable. C'est à ce point-là? Oui, écoutez, c'est vrai que quand on se plonge un petit peu dans les méandres de comment fonctionne la technostructure française, on se rend compte qu'on a sur le terrain beaucoup de Français, d'ailleurs, qui sont là, qui vous écoutent, qui nous écoutent, et qui ont des idées incroyables pour essayer de développer la France, et qui jamais ne rentrent dans les cases. Jamais. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, au moment du Covid, qui a fonctionné comme une espèce de loupe sur l'état de la France, on n'avait aucun sens pratique. Si vous voulez, on avait une administration qui réquisitionnait les masques pendant que l'autre les brûlait parce qu'ils étaient prétendument... C'est l'exemple que vous donnez, les tests également. Les tests, vous savez, je pourrais faire un tome 2, parce que les tests aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On a vu qu'on avait été incapable de demander au laboratoire vétérinaire de nous aider parce qu'on avait dicté une loi en 2013 qui disait que quand on faisait du laboratoire humain, on ne faisait pas du laboratoire vétérinaire. Là encore, jusqu'en août dernier, on ne s'est pas servi des laboratoires vétérinaires. C'est vrai que ça n'a aucun sens, si vous voulez. On a l'impression qu'on ne va jamais vers les forces vives, et par contre, on édicte des règlements, des cahiers des charges hyper stricts dans lesquels, vous savez, c'est le problème, on ne rentre jamais. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, quand vous recevez un papier, mais généralement, on ne rentre jamais dans les cases. On en même temps, pendant la crise sanitaire, puisque vous dites que tout se décide d'en haut par des hauts fonctionnaires que vous appelez des cost killers, il y a eu aussi beaucoup de flexibilité dans les hôpitaux, par exemple, beaucoup d'agilité. Où tout le monde s'est redéployé. Grâce à qui? Grâce justement à ces gens qui sont sur le terrain, à ces médecins, à ces aides-soignants, à ces infirmiers. Ça faisait 1 an qu'ils étaient dans la rue. Rappelez-vous, le mouvement des urgentistes, le mouvement des médecins qui disaient « Arrêtez de nous assommer sous la paperasserie, arrêtez, on n'en peut plus ». Ils jetaient même leur blouse, vous vous souvenez, parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être ensevelis sous la paperasse. Et malgré tout ça, malgré le fait que ces gens-là soient mal payés, parce que c'est vrai que tous nos sentinelles, les profs, les policiers, l'armée, les médecins, on ne les paye pas suffisamment, ils travaillent dans des locaux lépreux, parce que ce livre, c'est d'abord une défense du service public qui devrait fonctionner encore mieux qu'il ne fonctionne aujourd'hui. Et bien malgré tout ça,
Ils ont endossé le rôle sur le terrain, ils y sont allés. Et vous voyez, quand j'entends M. de Rugy, il n'est plus là pour se défendre, mais tout à l'heure, il se défendait très bien tout seul. Donc je pense que voilà. On a été aujourd'hui, dans toute cette technostructure, dans une volonté effectivement de cost killing. C'est-à-dire que non seulement eux ne se l'appliquent pas à eux-mêmes, jamais, mais effectivement, chaque jour, ils expliquent que les services publics français coûtent un pognon de dingue. Mais ce qui coûte un pognon de dingue, c'est pas les médecins, c'est pas les profs, c'est pas les gens qui sont sur le terrain, c'est toutes ces métastases bureaucratiques qu'on ne cesse d'empiler à chaque fois. Et alors celle-là, on n'y touche jamais. Vous voyez, il y a toujours une espèce de complaisance. Vous diriez que ce gouvernement n'a absolument rien fait, le précédent aussi. Ça fait des années qu'il y a des lois sur la simplification administrative. Arrêtez d'emmerder les Français, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit. Alors ça me fait bien plaisir que vous le disiez, parce que j'ai eu le droit à toute la Macronie à peu près aussi condescendante que M. Rugy, qui m'explique, oui, votre livre est populiste, votre livre est complotiste, c'était dans le programme de Macron, ça. Lui-même parlait de la caste, parlait de l'entre-soi, disait qu'il fallait en finir avec le pouvoir de la technostructure et retrouver le pouvoir politique. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, avec la Macronie? C'est qu'au contraire, le pouvoir politique n'a jamais été aussi faible. Enfin, la mascarade que vous venez nous décrire avec Veolia, c'est vraiment un pouvoir politique extrêmement faible et une technostructure hyper forte. Et moi, je trouve que c'est très dangereux démocratiquement. Parce qu'on se retrouve dans des choses, vous voyez, sur le cost killing, sur Veolia, sur tout ça. Moi, je parle aussi beaucoup dans mon livre de tout ce qu'on a bradé comme bijoux de la République. C'est-à-dire notamment, par exemple, les privatisations qu'on a fait sur les autoroutes, dont on se rend compte qu'on les a vendues pour une bouchée de pain et le rapport des dividendes. Pour vous, c'est la haute administration qui dévore, au fond, les politiques, ou ce sont les mêmes pour vous? Non. Les élus, ceux qui nous gouvernent parce qu'ils sont légitimement élus, sont-ils au fond aux mains d'une administration qui chercherait la rentabilité à tout prix, ou au contraire, les ordres viennent du politique eux-mêmes? Moi, je crois que parce que ce discours-là, effectivement, Emmanuel Macron le tient d'une certaine façon, pas avec les mêmes mots, mais aussi. Mais oui, le problème, c'est qu'il n'en tire pas les conséquences. Alors peut-être que c'est très compliqué une fois que vous êtes aux manettes, ça je l'entends. Mais si vous voulez, je vois bien que le pouvoir politique, il a subi deux choses. Il a subi, c'était peut-être une bonne idée, l'idée de Hollande du non-cumul des mandats, mais en disant qu'il y avait des baronnies locales. Mais il se trouve qu'en finissant avec le cumul des mandats, on a au fond des députés un petit peu nénuphars qui n'ont plus leur ancrage local. Ça, c'est très clair. On a, avec le quinquennat, réduit le temps des politiques. Et on a, au fond, une papauté, qui est la technostructure, qui dit « mais faites ce que vous voulez, cours, petit lapin blanc, mais moi je serai toujours en place quand toi tu seras, entre guillemets, mort, tu seras parti ». Et on a vu, vous voyez, rappelez-vous, au cœur de l'été, quand on a vu sortir un personnage que vous et moi, enfin, vous connaissiez peut-être, parce que vous connaissez ça par cœur, mais qu'au fond, le commun des mortels ne connaissait pas, qui était Marc Guillaume, le secrétaire général du gouvernement, dont tu apprends qu'il est nommé sous Hollande, qu'il continue sous Macron, et qu'au fond, cet homme avait quasiment le droit de vie et de mort sur les projets de loi. Et qu'il a fini par être remercié, il faut le dire. Et comment, Madame Nkawa, il est remercié, alors qu'il a fauté, en devenant préfet d'Île-de-France. Est-ce que vous, si demain, vous faisiez des bêtises... Une erreur, je serais tout simplement licenciée sans point de chute. Je vois votre poids. C'est drôle, Isabelle Saporta, parce que vous me concéderez ce discours, il n'est pas nouveau. D'autres l'ont tenu avant vous. Écoutez. La bureaucratie, c'est la conviction que l'État peut et doit tout faire. La bureaucratie, c'est la conviction que la main de l'administration est toujours préférable à la main du citoyen, qu'une circulaire est toujours plus utile qu'une initiative privée. C'est cet étatisme qui a gonflé l'action publique depuis 30 ans. Et à mesure qu'il a accumulé les échecs, l'État a dû promettre plus et étendre encore le domaine de ses actions. Il a voulu s'occuper de tout, avoir un regard sur tout. Plus l'État promet, plus l'État se disperse, plus il déçoit. Aujourd'hui, dans tous les pays en Europe, montent des puissances politiques qui viennent dire « cette Europe, c'est la nôtre, nous souhaitons qu'elle reste la nôtre et nous ne voulons plus nous soumettre aux diktats des technocrates gris et froids qui ne sont pas élus ». Alors, ce que le pays a mis des années à construire, eux, ils le détruisent avec leur certitude de technocrates sans cervelle, en définitive, parce qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup. Voilà, ce discours sur le bon sens, sur les élites déconnectées, il est tenu à droite, il est tenu à l'extrême droite, il est tenu à l'extrême gauche, mais pas par la gauche. Pourquoi, à votre avis ?
Écoutez, je sais pas. Moi, je vois bien d'ailleurs que ce livre est gêne à gauche et que j'ai eu une partie de la gauche qui me dit mais non, tu ne peux pas dire ça. Ils sont d'accord entre guillemets de façon officieuse, mais officiellement, il ne faut pas le dire. Et je comprends pas parce qu'ils disent c'est populiste. Mais moi, je crois pas que ce soit populiste. Mais le mot de caste, quand même. C'est populaire. Mais oui, mais il y a des mots qu'est-ce qu'on veut Le mot défendre système, par exemple, il a été employé depuis longtemps dans une histoire particulière. Alors, mais si vous voulez, alors qu'est-ce qu'il faudrait mieux? C'est-à-dire que je donne des noms, que je dénonce un tel et un tel. Moi, j'ai pas envie de faire de la dénonciation, de la délation. Parce qu'en fait, je pense pas que ces personnes individuellement soient responsables. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est un système. C'est un système, regardez, même Madame de Montchalin, Amélie de Montchalin, a dit il va falloir qu'on réforme de fond en comble les concours d'État parce que je me rends compte qu'il y a un entre-soi, qu'il y a, elle-même dit, une caste et qu'il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'1% de fils d'ouvriers qui se retrouvent à l'ENA. Donc, si vous voulez, le truc, c'est que je ne vous dis pas qu'ils le fassent exprès dans un grand complot pour dominer la France. Le système, mais ils sont tous... C'est aussi vous, Isabelle Sapurcha, vous êtes journaliste, vous avez fait Sciences Po Paris, vous appartenez à ce système d'une certaine façon que vous dénoncez. Moi, au moins, j'ai les pieds sur terre et j'ai effectivement sillonné la France dans tous les sens, que je pense qu'il faudrait que la Macronie fasse un petit peu davantage pour essayer d'écouter, de comprendre. Cette campagne municipale que j'ai menée, effectivement, avec un score qui n'était pas extraordinaire, mais dont je suis très fière de l'avoir menée, m'a permis de rencontrer énormément d'acteurs de terrain et des artisans, des commerçants, des éboueurs, des gens qui étaient sur le pont du soir au matin et qui avaient des idées incroyables et qui n'étaient jamais écoutés. Et si vous voulez, au fond, c'est ça. C'est-à-dire que la question, c'est, au fond, est-ce qu'on arrive à un moment à écouter toutes ces personnes qui ont des idées formidables? Est-ce qu'on est capable de repenser cet État? C'est-à-dire que, regardez... Vous voulez redonner ce pouvoir de la technostructure aux élus, au terrain? Mais bien sûr. Regardez, qu'est-ce qui a fonctionné pendant le Covid? Ce qui a fonctionné, c'est l'échelle de la région, c'est l'échelle des grandes villes. Voilà, on a dit vraiment, il faudrait un choc pour que enfin les régions. On va voir si ressentent. ce discours pour plus de décentralisation est entendu ou pas. J'ai une dernière petite question, et puis ensuite on passe à la séquence suivante. Je crois politiquement, pas qu'ils sont entendus, je vous le dis. Où est-ce que vous vous situez? Parce qu'on a du mal à vous suivre, Isabelle. Autant comme journaliste que vous êtes toujours dans l'âme, il n'y a pas de sujet là-dessus. Vous avez fait de nombreuses enquêtes, notamment en matière d'agriculture, mais politiquement. On vous a vu aux côtés de Gaspard Ganzer à Paris, puis de Cédric Villani, toujours dans la campagne municipale. Vous collaborez comme autrice aujourd'hui à la revue de Michel Onfray, le Front Populaire. Non, vous ne faites pas partie de ces auteurs? Non, je ne fais pas partie de ces auteurs. Je trouve qu'Onfray fait des choses qui étaient très coup de poing et pugnaces. Et il a eu raison sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne participe pas, mais je ne fais pas partie de cette revue. Non, ce n'est pas du tout la question. Je pense qu'il faut aujourd'hui être capable d'avoir une écologie populaire. Et moi, si vous voulez, quand vous vous rappelez mon parcours sur les municipales, j'ai toujours défendu une seule chose. Et d'ailleurs, j'étais venue chez vous pour la défendre. C'était la coalition climat. C'était de dire au fond qu'on soit capable de la France insoumise jusqu'à Villani, Gaspard Ganzer, de se battre pour une seule chose, celle qui devrait être capable de nous animer, c'est-à-dire de se battre pour le climat. C'est-à-dire de ne pas penser pour la récupération de son strapontin, mais de penser plus loin que nous. Je m'en souviens, c'est tout à fait juste. On va continuer à parler d'écologie, vous allez le comprendre pourquoi. C'est l'heure de ma journée à l'Assemblée avec Thomas Després. Bonsoir Thomas, installez-vous. Vous avez passé votre journée à parler écologie avec des députés de droite, racontez-nous. Oui, avec les Républicains, à 18 mois de l'élection présidentielle et après les bons scores des écolos au municipal, la droite se met au vert. Ça se passait ce matin dans la salle des fêtes de l'Assemblée. On y était avec Soraya Laouissi et Clément Perrot. Les Républicains organisaient leur rentrée parlementaire. Il y avait des députés, des sénateurs, des députés européens et un invité surprise. Ça va Jean-Louis? Comment vas-tu Jean-Louis? Ça va? Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de l'écologie de Nicolas Sarkozy, à l'origine du Grenelle de l'environnement, il est venu leur confier sa vision de l'écologie. À droite, c'est un peu leur géant vert. Vous voulez faire un cours d'écologie aux Républicains? Pas du tout. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Bon alors officiellement c'était pas un cours mais ça y ressemblait beaucoup. Jean-Louis Borloo a parlé pendant 15 minutes et il avait un message précis, l'écologie est de droite. Nous nous sommes fait faire les poches. C'est ça la réalité. Jacques Chirac, 15 ans d'avance, le discours de Johannesburg, le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer, c'est ça les faits marquants. Écologie de droite donc, mais il avait aussi un autre message, un avertissement aux leaders de la droite sur les élections présidentielles. Les Français choisiront la meilleure équipe, c'est-à-dire celle qui combinera, dans une économie de marché, une croissance décarbonée, le retour de la souveraineté et le retour du pacte républicain et de la cohésion sociale.
Voilà, la souveraineté, la République, tout ça, ça pourrait être un programme de gauche, non? Bah exactement, Myriam. Comme vous, quand j'ai entendu Jean-Louis Borloo, je me suis dit que c'était un discours qu'aurait pu tenir Olivier Faure ou Yannick Jadot. Du coup, j'ai demandé aux députés ce qu'ils en pensaient. Vous n'avez pas peur qu'en vous emparant de ce sujet de l'écologie, on dise que la droite est devenue de gauche? Oh non, vous savez, ça, ce sont des caricatures. Il y a deux modèles d'écologie. Il y a l'écologie de gauche, qui est celle punitive, de la sanction, du malus. Il y a celle de droite, qui est celle du bonus, de l'incitation et l'écologie positive, pragmatique, au plus près des territoires. Une écologie de droite et une écologie de gauche, deux visions différentes selon Damien Abad. Mais est-ce que les députés s'y retrouvent vraiment? On leur a fait passer un petit test, on a mélangé des citations de Jean-Louis Borloo et de Yannick Jadot. Qui a dit, quand l'écologie est dépolitisée, elle fait entre 12 et 20% des voix? Jean-Louis Borloo ou Yannick Jadot? Yannick Jadot? C'est peut-être, je dirais, Yannick Jadot. C'est Jean-Louis Borloo qui a dit ça. Qui a dit, si Kennedy était là, au lieu de lancer la conquête de la Lune, il lancerait la conquête respectueuse de la mer et des océans? Jean-Louis Borloo ou Yannick Jadot? Je dirais Jadot. Je dirais Borloo. C'est Jean-Louis Borloo. Qui a dit, le temps des écologistes est venu? Yannick Jadot ou Jean-Louis Borloo? Yannick Jadot? Oui, c'est Yannick Jadot qui a dit ça. Bon, alors ça veut dire que finalement, ils ne sont pas si différents que ça, finalement. Mais ça prouve que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Je pense que c'est la démonstration parfaite. Bon, faudrait savoir que Maxime Minot et Damien Abad se mettent peut-être d'accord. Alors avant de quitter les Républicains ce matin, on a quand même voulu revenir avec eux sur une déclaration qui nous avait particulièrement marqué. C'était en décembre 2019, un député Les Républicains dans l'hémicycle avait clairement remis en cause la question du réchauffement climatique. Merci. Tous ceux qui travaillent n'en peuvent plus de la multitude de normes édictées au nom du développement durable et du prétendu réchauffement climatique. Prétendu réchauffement climatique, c'est une parole qui ne serait plus autorisée aujourd'hui dans votre camp? Très clairement, c'est une parole que nous ne partageons pas et qui n'est plus partagée aujourd'hui dans notre camp. Donc vous ferez tout pour plus qu'aucun député ne dise une chose pareille? Oui, il y a une liberté de chacun, mais en tout cas, comptez sur moi en tant que président de groupe pour recadrer les choses, si tel était à nouveau le cas. Voilà Myriam, le message est passé. C'est 2018 Ah, il a dit ça en décembre 2019, juste avant... Oui, ça fait pas longtemps. Un petit mot de commentaire. On n'y est pas encore à droite ou au fond, ils ont raison, ces députés, elle appartient à personne, l'écologie? Moi, plusieurs choses. Borloo, il faut quand même reconnaître, c'est lui le Grenelle de l'environnement. C'est un mec formidable, Jean-Louis Borloo. Alors, qu'il soit de droite, de gauche, moi la question m'importe peu, mais de fait, il a fait des avancées avec le Grenelle que peu d'autres ont fait après. Moi, de toute façon, je pense que l'écologie doit devenir un sujet central. Et si vous voulez que ce soit un sujet central et que ça devienne une matrice pour accéder au pouvoir, il va falloir élargir un tout petit peu garder le socle, monopole. Ça va me paraître la base, ouais. Bonsoir Elsa Mondagava. Bonsoir. On va rester à l'Assemblée avec vous tout de suite, mais j'accueille avec plaisir François Durper parce qu'il va nous emmener du côté de Salt Lake City. On en reparle dans un instant. Elsa, vous allez nous raconter comment la majorité a tordu le bras, en quelque sorte, du gouvernement sur la question de l'IVG. Oui, ils sont encore en train d'en parler dans l'hémicycle en ce moment même, mais on va rembobiner un peu l'histoire. C'était la semaine dernière en commission. Les députés examinent une proposition de loi, celle du groupe EDS, Écologie, Démocratie et Solidarité. C'est un groupe d'anciens marcheurs un peu déçus. Ils proposent d'allonger les délais pour l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, de 12 à 14 semaines. Les députés de la majorité votent pour. Jusque-là, pas de problème, sauf que l'exécutif est contre. Sur la forme, on ne touche pas à des délais d'avortement sur une proposition de loi qui plus est, qui vient d'un groupe d'opposition. Et puis sur le fond, on rappelle que certains gynécologues sont contre cette proposition. Autre argument, le Conseil consultatif national d'éthique n'a pas été saisi. Il y a beaucoup de tergiversations ce week-end. Les ministres sont très embarrassés quand on leur demande leur choix. L'exécutif, il a 3 options dans l'hémicycle. Il peut donner un avis favorable, suivre sa majorité, défavorable, au risque de se faire désavouer ou donner un avis de sagesse. C'est un peu le en même temps ici à l'Assemblée. On n'est ni pour ni contre. On vous laisse décider. Écoutez le verdict ce matin donné par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il ne m'apparaît donc pas aujourd'hui possible de considérer que l'orientation principale de ce texte résoudra, en tout cas à lui seul, l'accès à l'IVG. C'est donc avec une sagesse hautement mesurée, sur des raisons formelles, mais qui sont significatives et auxquelles je crois, que le gouvernement abordera chacune des questions soulevées par les articles et les amendements. Avis de sagesse, mais on comprend la très grande réserve du gouvernement, mais pas au point d'émettre un avis défavorable. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a des députés de la majorité organisés, qu'on fait savoir très vite qu'ils adopteraient la proposition de loi. Ils ont mis le gouvernement au pied du mur. Ces députés convaincus, on va les écouter. Marie-Pierre Rinxin, par exemple, la présidente de la délégation aux droits des femmes. Concernant l'éthique, je note en effet que le gouvernement a saisi le CCNE. Je note néanmoins que cette question de droit, de morale, d'éthique
a été, mes chers collègues, tranché en 1974. Aujourd'hui, l'IVG n'est pas une question d'éthique, c'est une question de droit des femmes. Et il s'agit bien, donc, de faire en sorte que ce droit ne soit plus un droit totémique, mais un droit réel qui se concrétise dans la vie des femmes. Voilà, il va y avoir donc ce vote très politique sur l'IVG, contre plutôt l'avis du gouvernement, on l'a compris. Il a un sens politique parce qu'il intervient dans une séquence particulière. Exactement, ce vote, clairement, il vote pour les députés La République En Marche en sachant que le gouvernement est contre. Et puis il y a eu mardi un autre vote, celui sur la réintroduction des néonicotinoïdes. 32 votes contre, 36 abstentions chez La République En Marche. C'est tout simplement un record, c'était un vote sensible. Beaucoup de députés avaient fait le parallèle avec le glyphosate. Et on s'attendait à une dizaine de députés pour voter contre. Et bien, il y en a eu 60 députés qui finalement n'ont pas écouté le gouvernement. Alors, libérer, délivrer les marcheurs ou pas ? Alors, ils ne sont pas tout à fait frondeurs, Myriam, il ne faut pas exagérer, mais on sent effectivement une envie dans le groupe d'affirmer des positions, notamment sur des questions sociétales, et surtout de faire la politique, ne plus se faire piéger par des textes, se faire traiter de tueurs d'abeilles d'un côté, de conservatistes de l'autre. Ces députés, ils auront à leur tête depuis peu Christophe Castaner, on le sait, il a été mal élu, on le sait, il y a beaucoup de députés qui réclamaient plus d'autonomie. Alors, Christophe Castaner, c'est un très proche du président, il ne va pas aller au clash, mais il va peut-être chorégraphier un petit peu quelques bras de fer comme ça, entre la majorité et l'exécutif. Et voilà, ils sont peut-être plus godillots, nos députés marcheurs. Tout arrive. Merci Elsa. On passe au décryptage qui nous emmène outre-Atlantique tout de suite. Alors, vous êtes couché très tard, me semble-t-il, François Durper. En fait. Pas couché, oh là là. 8 heures sans sommeil. C'est vrai. Vous allez nous parler de ce débat des numéros 2 sur le ticket. Kamala Harris, Mike Pence, que faut-il en retenir ? Alors généralement on dit numéro 2, là ça serait plutôt 1 bis, parce que les 1 sont pas très en forme, 80 ans et 85 ans quand ils quitteront là. Donc on dit souvent, c'est un battement de cœur de la Maison Blanche. Là c'est vraiment, on y est presque. Ouais. Alors ceux qui aiment les insultes, ceux qui aiment les interruptions, vont être déçus. Pas de clash. Que, oui, regardez... Senator Harris, it's a privilege to be on the stage with you. And I also want to congratulate you, as I did on that phone call. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait. I'm speaking. Being part of the Trump tax cuts? If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation, okay? Please. Okay. Vous voyez ces regards langoureux. C'est pas sa porte d'origine voilà, tout à l'heure. Ils vont peut-être partir en vacances ensemble. Mais alors là, le problème, c'est Kamala Harris, elle y a cru à cette histoire. Et en fait, il est très très malin, Mike Pence, et ça s'est très mal terminé pour elle. Regardez déjà, c'est là où tout bascule. Si les professionnels de la santé publique, si le docteur Fauci, si les médecins nous disent que nous devrions le prendre, eh bien je serai la première à le prendre, absolument. Mais si Donald Trump nous dit que nous devrions le prendre, je ne le prendrai pas. En fait, vous continuez à semer le doute dans l'esprit des gens sur la fiabilité du vaccin. Si on trouve un vaccin sous la présidence Trump, je pense que ce n'est pas raisonnable de ne pas le prendre. Je vous demande juste, Madame la sénatrice, d'arrêter de faire de la politique avec la vie des gens. Alors ça, c'est un peu coquin parce que normalement, elle était finie la séquence, c'était les 15 minutes et Kamala Harris, elle avait fait sa formule, lui, il n'aurait pas dû enchaîner et il a triché. Il y avait Donald Trump, c'est le cancre, lui, c'est un peu le bon élève tricheur. Donc, et ça a été tout le temps comme ça, si bien qu'il a plutôt dominé au point. Maintenant, alors, on va dire, c'était respectueux, certains vont dire c'était ennuyeux et vont regretter un peu Donald Trump. Certains disent Donald Trump, il est indécent, d'autres, il est passionnant. En tout cas, peut-être une petite réponse, c'est que la star, c'était une mouche. Ah oui, on va la voir, oui, la mouche, logiquement, là, sur les images. On est en train de voir cette image. Vous la voyez pas, vous ? Moi, je la vois. La mouche, elle est où ? Eh ben, elle est sur la tête de Mike Pence, sur son front. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. Une mouche qui se pose sur le front de Mike Pence pendant 2 minutes. Alors vous allez me dire, j'en parlerai pas. Si on la voit, si on la retrouve, on vous la montre en même temps. Je la vois moi. Politico en a fait un article. Alors, Politico, c'est sérieux quand même. Un article en disant la vraie star du débat, c'est la mouche. Ça veut dire que les deux autres. Et alors, qui s'en est mêlé ? Eh bien, c'est la nièce de sur la Kamala tête, Harris, elle s'est posée. Sur la tête. Et puis sur lui, vraiment, il n'a pas bougé. Mina Harris, on va voir son tweet, a tweeté pendant le débat en disant c'est ma tante qui a gagné et la deuxième c'était la mouche et
Et deuxième, ça c'est le premier tweet. Et on enchaîne avec le deuxième. Et le deuxième tweet, c'est le tweet de Biden, et avec la tapette à mouche. Donc il s'implique dans Et alors, plus malin que ça, les démocrates ont lancé flywillvote.com, donc la mouche qui vote.com. Ouais. En fait, quand vous faites la mouche qui vote, vous tombez sur un site qui va vous inciter à voter. On sait que la mobilisation, c'est le nerf de la guerre pour les démocrates. Donc voilà, c'est QFD, c'était la mouche la star de la mobilisation des démocrates. Merci François. Elle est dingue, cette campagne américaine. Ça vous fait peur ou pas ? Oui, c'est un peu flippant parce que c'est vrai que là, cette espèce de retour de Donald Trump, je veux dire, je pense que même House of Cards n'aurait pas osé faire autant de rebondissements, on est d'accord ? C'est clair. Aucun scénariste ne serait permis et on est là avec ce personnage de roman, de feuilleton télé qui est assez angoissant quand même. Il peut encore gagner, à votre avis ? Moi, je suis toujours très inquiète parce qu'à chaque fois, on l'enterre, à chaque fois, on pense que c'est perdu, on brandit des sondages et à chaque fois, il s'en sort. Donc, je suis un peu inquiète, en fait. On va s'arrêter là. Un mot, rapidement, il reste une poignée de secondes. Il y a deux types de sondages, les mauvais et les catastrophiques pour lui. Mais il faut rester quand même prudent. Mais vous restez avec nous pour suivre tout ça. Et même au-delà de l'élection, jusqu'à l'investiture. Je pense que là, ça va être très, très Merci, les amis. Merci, Isabelle Saporta. Je rappelle le titre, choc, de votre livre. Rendez-nous la France, en finir avec la caste qui paralyse notre pays. C'est chez Fayard. Très belle soirée. Documentaire tout de suite avec Jean-Pierre Graffien. À demain.